Alors bonjour à tous, moi je suis Bérangère Legendre. Je vais prendre la parole sur plutôt la première partie de cette présentation et ensuite je laisserai la main du coup à ma collègue Sarah Ledouigou pour la deuxième partie. Alors, mobilité empreinte carbone, c'est le sujet d'aujourd'hui. On s'intéresse plus particulièrement à l'effet du télétravail. C'est un sujet qu'on a souhaité traiter très tôt au sein de la chaire de l'économie environnementale, donc tout de suite après la crise sanitaire, qui n'était pas forcément encore ancrée dans les mémoires, mais qui aujourd'hui, on le voit, a pris de plus en plus de place et qui semble évidente aujourd'hui. Et malgré tout, si on remonte un petit peu en arrière, on se voit que ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur ce sujet, nous. Donc on avait, on va dire, relativement bien anticipé ce qui allait se passer après la crise sanitaire. Euh, alors, je vais juste... Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question-là? Parce qu'évidemment, avec la crise sanitaire, le développement du télétravail a été phénoménal et puis aujourd'hui, on constate qu'il s'est intégré dans la vie professionnelle des Français et puis même pas seulement en France, de manière relativement pérenne. Si on regarde un petit peu les chiffres, en 2023, l'INSEE nous disait que 18% des travailleurs télétravaillaient au moins un jour et si on remonte à 2024, à 2019, pardon, on était seulement à 4%. Donc évidemment, progression considérable. Et les derniers chiffres qui ont été publiés par l'INSEE, qui seraient plutôt pour 2024-2025, sont autour entre 20 et 25% de travailleurs qui télétravailleraient au moins une fois par mois. Donc on reste quand même sur un ordre de grandeur qui est conséquent. Et un autre chiffre intéressant, c'est que, et un autre élément qu'il va falloir qu'on garde en mémoire, c'est que les personnes qui télétravaillent sont relativement hétérogènes. On a des caractéristiques différentes selon qu'on a accès ou pas au télétravail, et c'est quelque chose qu'il va nous falloir garder en tête parce que ça va avoir un impact sur la manière dont on va pouvoir travailler après nos données. Donc là, vous voyez une infographie toujours de l'INSEE avec 75% des salariés du secteur de l'information et de la télécommunication qui ont accès au télétravail, ce qui évidemment est considérable. Et non seulement ils sont plus nombreux en proportion, et en plus ils le font de manière beaucoup plus intense, puisque en moyenne 2,3 jours par semaine contre seulement 1,8 jours pour les télétravailleurs des autres secteurs. L'autre élément, c'est que au-delà des secteurs, on a aussi des différences de pratiques, évidemment, en fonction des catégories socio-professionnelles, avec des cadres qui sont surreprésentés par rapport aux autres catégories parmi les télétravailleurs, puisqu'on est à 2 tiers des cadres contre seulement à peu près 10% des employés. Donc déjà, un panorama qui nous montre que le télétravail a pris une place importante et je ne vais pas tous les citer, mais il y a de nombreux autres indicateurs qui montrent que ça s'est installé de manière durable dans le paysage français, le télétravail, notamment par exemple à travers les accords d'entreprise aussi. L'autre élément qu'on met en face, évidemment, ce sont les questions de mobilité, les pratiques, les habitudes des Français. Si on regarde les travaux de l'INSEE sur les 20 premières années du 21e siècle, on a une croissance continue de la distance entre le domicile et le travail parmi les Français. On était à environ 14 kilomètres en 2019 dans les chiffres de l'INSEE. Et si on regarde, alors il n'y a pas eu d'actualisation après la crise sanitaire, mais si on regarde les données que nous avons collectées dans le cadre de nos travaux, alors évidemment en étant prudent puisque ce n'est pas la même source de données. On est plutôt autour de 17 kilomètres en moyenne entre le domicile des Français et le lieu de leur travail. Alors, c'est pas tant finalement que les gens en vivent plus fréquemment en milieu rural, mais c'est surtout que la population active, en tout cas que la distance des personnes qui sont en situation d'activité et qui vivent en milieu rural, elle a augmenté. En revanche, c'est bien la population urbaine qui a progressé plus vite, malgré tout, au début de ce 21e siècle. L'autre élément, c'est que ces distances entre le domicile et le travail, elles sont quand même le plus fréquemment parcourues en voiture, ce qui, évidemment, on voit bien, génère une empreinte carbone, puisque en 2019, les derniers chiffres de l'INSEE nous disaient que 74% des trajets étaient effectués en voiture.
On a des situations différentes évidemment en fonction des départements. Ce que vous voyez apparaître là, c'est la distance moyenne entre le domicile et le travail pour les Français. On retrouve quelque chose de relativement marqué dans nos régions, une distance plutôt importante puisque en vert foncé. On retrouve aussi cet aspect-là autour de l'Île-de-France, semblant montrer que probablement on a une attraction de Paris ou de la région parisienne pour les personnes qui vivent dans les départements autour. Et puis si je vous montrais, là je ne l'ai pas reproduite, mais si je vous montrais cette carte avec non pas la distance entre le domicile et le travail, mais l'empreinte carbone, les émissions carbone, on a à peu près la même configuration, ce qui évidemment est logique puisque la majorité des déplacements entre le domicile et le travail sont parcourus en voiture. Pour, euh, pour avoir un ordre d'idée de ce que ça représente, parce qu'on parle évidemment de déplacement en voiture pour aller au travail et d'empreinte carbone, mais on n'a pas donné de chiffres. Si on regarde toujours les travaux de l'INSEE, qui datent encore une fois d'avant la crise sanitaire, eh bien, on a des estimations qui sont fournies qui sont de 800 kilos équivalent carbone en moyenne par an pour les déplacements entre le domicile et le travail des Français. On peut même monter jusqu'à 1300 kilos pour les personnes qui se déplacent systématiquement en voiture et qui ont une distance conséquente à parcourir pour aller au travail. Alors, ça peut sembler beaucoup comme ça, effectivement, c'est considérable, mais là encore, on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est par rapport à notre empreinte moyenne. Donc, si on n'a pas les chiffres en tête, on peut reprendre. Et c'est ce que vous voyez ici, les chiffres de carbone 4. Alors, c'est une estimation pour 2021 qui, depuis, a été mise à jour et revue plutôt un peu à la baisse par d'autres organismes. Alors, évidemment, les méthodologies changent en fonction des producteurs des données, mais partons déjà sur celle-ci, sur cette estimation. Donc, carbone 4 nous disait en 2021 que, en moyenne, un Français émettait 9 tonnes 9 d'équivalent carbone. Et sur ces 9 tonnes 9, vous voyez que le premier poste est lié à la mobilité, au déplacement, et que ça représente donc 2700 kilos, et que sur ces 2700 kilos, environ 2100 seraient liés au déplacement en voiture. Donc, mis bout à bout, toutes ces informations liées évidemment à la modification des pratiques et d'organisation du travail, comme on l'a vu, liées également aux habitudes de mobilité, eh bien, montrent effectivement qu'on a un potentiel intéressant à explorer de ce côté-là en matière de réduction des émissions carbone. Et on a voulu, dans nos travaux, aller un petit peu plus loin. Ça nous a amené justement, effectivement, à explorer cette question de recherche avec laquelle nous avons ouvert cette présentation. Donc, le télétravail peut-il être un levier efficace pour réduire nos émissions carbone? Je vais laisser la main à ma collègue pour vous dire comment on s'y est pris, et puis je reviendrai après pour vous parler de nos données. Bonjour. Donc du coup je suis voilà la deuxième présentatrice, donc je suis donc Sarah Ludwigou, et donc je vais vous présenter la démarche scientifique en économie. Donc comment on a répondu à cette question? Donc on a adopté une démarche qui est courante hein, en économie, qui est une démarche en fait en deux approches. Donc le personne que vous voyez là, c'est James Heckman, qui est donc prix de la Banque de Suède en 2000, qui a très bien résumé en fait les missions qui incombaient aux économistes. La première mission que les économistes doivent effectuer, c'est d'évaluer les impacts des interventions mises en œuvre. Donc, c'est-à-dire évaluer ce qui s'est passé, voir quel a été le phénomène qui s'est développé, quelle politique on a mis en place et évaluer les effets de ce qui s'est passé. Pour ça, on collecte des données et on les analyse. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche empirique, c'est-à-dire basée sur les faits, basée sur les données. Et puis, il y a une deuxième mission qui est celle de prédire les conséquences d'interventions qui ont déjà été mises en œuvre, par exemple, dans d'autres environnements, ou différemment, ou même qui n'ont jamais été expérimentées. Donc, par exemple, une politique a été mise en œuvre dans un pays, et puis on veut savoir quel impact cette politique aurait sur un autre pays. Ou peut-être si on fixe la politique, mais à un niveau différent. Donc, quelque chose qui n'a pas été expérimenté réellement. Et dans ce cas, on adopte une deuxième approche, qui est l'approche théorique, qui suppose de construire un modèle théorique, en fait, une représentation simplifiée de l'économie pour pouvoir simuler des politiques ou des changements de l'environnement économique. Donc, on va adopter ces deux approches. Et donc, Bérengère Legendre va vous présenter d'abord l'approche empirique.
C'est donc la première partie de cette présentation après cette courte introduction. Donc l'approche empirique, comme vous l'avez compris, c'est une approche par les données, une approche, on va dire, par le réel. Évidemment, qui dit approche par les données, dit collecte de données et nous avons du coup procédé à une enquête dans le cadre de la chaire de l'économie environnementale auprès d'une population active française ou d'un échantillon de la population active française, d'un échantillon représentatif. Nous avons mené cette enquête entre 2022 et 2023 et nous avons interrogé les individus de manière détaillée non seulement sur leurs pratiques de mobilité, mais également sur leur situation sur le marché du travail. Si je reviens sur l'aspect mobilité, nous leur avons demandé comment est-ce qu'ils se déplaçaient, quelle distance ils parcouraient entre leur domicile et leur travail, mais nous leur avons également demandé de retracer tout leur trajet type sur une semaine. Par exemple, est-ce qu'ils font des détours pour emmener les enfants à leurs activités? Est-ce qu'ils font des détours lorsqu'ils vont au travail pour aller faire des courses ou même pour leurs propres loisirs? Et on les a également interrogés sur leurs habitudes le week-end. Du point de vue de leur situation sur le marché du travail, là encore, nous avons cherché à être relativement précis. Nous leur avons demandé dans quel secteur ils travaillaient, quel type de poste ils occupaient, quelle catégorie socio-professionnelle, s'ils travaillaient à temps partiel et évidemment s'ils avaient accès au télétravail et si oui, à quelle intensité. Donc cela nous a permis de dresser un panorama relativement fin de leur mobilité hebdomadaire type dans une année et en intégrant également leurs habitudes hors déplacement domicile-travail pour pouvoir mesurer ce qui se passait à côté pendant le week-end. La seule chose sur laquelle nous ne les avons pas interrogés en matière de mobilité, c'est leur déplacement en avion. On les a interrogés donc entre décembre 2022 et février 2023 et on leur a demandé également d'avoir un regard rétrospectif sur leur situation avant la crise sanitaire, début 2020, de manière à pouvoir comparer ce qui s'était passé avant. Ce qui se passait avant et après la crise sanitaire. Donc, finalement, la survenue de la Covid-19 a constitué pour nous chercheurs un choc qu'on appelle un choc exogène qui nous donne finalement l'occasion d'exploiter un événement intéressant grâce aux données. Et donc statistiquement, c'est particulièrement appréciable, on va dire, d'un point de vue technique. Donc au final, nous avons un échantillon de 3530 individus actifs. Sur ces 3530 actifs, nous n'avions pas de télétravailleurs en 2020. Rappelez-vous, dans la réalité, il y en avait 4%, donc on est légèrement différent par rapport à la réalité. En revanche, pour 2023, nous en avons 18% qui sont passés au télétravail. Donc là, on est relativement proche des chiffres de l'INSEE, ce qui nous a permis de confirmer finalement la qualité et le côté représentatif globalement de nos données. Donc, ici, vous voyez apparaître simplement, effectivement, deux graphes qui nous permettent de visualiser notre échantillon de 2020, donc nos 3000, un peu plus de 3000 individus qui travaillaient en présentiel en 2020, dont 18% sont passés au télétravail en 2023. Nous, par souci de simplicité, dans la suite de la présentation, je les appellerai télétravailleurs, mais on garde bien en tête qu'en 2020, ils ne télétravaillaient pas. Donc on va d'ores et déjà regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de leurs émissions carbone en 2020, en 2023 pour ces groupes d'individus, télétravailleurs et non télétravailleurs. Simplement pour être un tout petit peu plus précis, à partir du moment où on leur a demandé quelle était la distance qu'ils parcouraient et également quel était le type de véhicule qu'ils utilisaient, nous avons pu reconstituer leurs émissions carbone grâce aux méthodes de calcul qui sont celles fournies par l'ADEME. Donc ici, vous voyez sur ce graphe les émissions carbone liées au domicile, au déplacement domicile-travail pour les travailleurs et les télétravailleurs en 2020 et en 2023. Ce que vous voyez tout de suite, on va regarder déjà 2020, donc en rouge. On n'a pas de différence statistiquement significative entre les travailleurs et les non-télétravailleurs. En revanche, on voit qu'effectivement, pour les télétravailleurs, en 2023, il semble s'être passé quelque chose, une diminution des émissions carbone d'un point de vue descriptif liée au déplacement entre le domicile et le travail. Ça représente, alors excusez-moi,
bon, j'ai plus les chiffres n'apparaissent plus sur les slides. Ça représente 34%, cette diminution là que vous voyez entre 986 et 647. Ça représente une diminution de 34%. Là où du point de vue des travailleurs, ça n'est pas statistiquement significatif. On a une légère diminution, mais qui n'est pas probante. Si on regarde maintenant les mobilités, non pas domicile-travail, mais domicile-travail en intégrant les détours, puisque rappelez-vous que on peut avoir des modifications d'habitude à partir du moment où on ne va plus tous les jours sur le lieu du travail, eh bien, on constate que là encore, il semble s'être produit quelque chose pour les télétravailleurs, puisque on passe d'émissions carbone en 2020 liées au déplacement, donc domicile-travail avec détour de 1195 kilos par an à 887. Et là, ça représente une diminution de 26%. Là où côté travailleur, il semble ne pas s'être produit grand-chose non plus. Donc effectivement, là, d'un point de vue descriptif, il semble que quelque chose apparaisse. Euh, donc, la question se pose légitimement, peut-on en conclure de ces chiffres que le passage au télétravail a entraîné de manière causale une baisse des émissions carbone liées à la mobilité? Si je vous pose la question, évidemment, c'est un peu provocateur, c'est que la réponse n'est pas oui. La réponse est non. Et on en trouve la raison dans l'introduction de cette présentation. Dès l'introduction, je vous ai dit, attention, les individus qui télétravaillent et les individus qui ne télétravaillent pas ne sont pas les mêmes. Et donc, de ces chiffres, on ne peut pas apprendre ou être certain que la baisse des émissions carbone n'est pas liée à autre chose que que les comportements de mobilité. Il se passe un tas de choses parmi les travailleurs, parmi les télétravailleurs, qui peut justifier une modification des habitudes et qui ne soit pas liée au télétravail. Et avec les chiffres que je vous ai montrés, ça, je ne peux pas le contrôler. Donc, je vais vouloir aller plus loin et c'est là que finalement on va avoir une démarche scientifique plus robuste que simplement produire des statistiques descriptives comme celles que je vous ai présentées sur le slide précédent. Et donc, comment faire effectivement? Donc, nous allons utiliser des outils qui s'appellent des outils d'analyse d'impact. Ces outils d'analyse d'impact, ce sont des méthodes d'évaluation, des outils de statistiques avancés qui ont pour objectif de mesurer les conséquences d'une action sur une variable d'objectif. L'action, en l'occurrence, c'est le passage au télétravail, et la variable objectif, ce sont des émissions carbone qui sont mesurées en kilos d'équivalent carbone. Juste Bérangère, pardon, j'ai Oui. une question. L'impact carbone en 2020 était plus élevé alors qu'on était beaucoup confinés en 2020. C'était juste avant la crise sanitaire. Ah d'accord, très bien. C'est, Ok, en ça. fait, effectivement, j'aurais dû mettre 2019. En fait, la question exacte que nous avons posée aux individus, c'était, pouvez-vous nous dire quelles étaient vos habitudes de déplacement et votre situation sur le marché du travail en janvier 2020? Ok, Sous-entendu, avant crise sanitaire. Voilà. ok, ok. Ça marche, très bien. Voilà. Merci. Euh, et donc, l'analyse d'impact, elle a pour objectif finalement de rendre comparable ce qui doit être comparé. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait que si moi je suis passée au télétravail, je puisse mesurer l'impact que cela a eu par comparaison avec quelle aurait été ma situation si je n'étais pas passée au télétravail. Évidemment, ça n'est pas possible. Donc, la mobilisation de ces outils a pour avantage finalement de rendre comparables les individus. Je vais chercher pour chaque individu qui est passé au télétravail un individu, on appelle ça un contrefactuel, qui lui soit quasiment identique, statistiquement parlant, qui ait à peu près les mêmes caractéristiques, sauf que lui, il n'est pas passé au télétravail. Et c'est de cette manière que je vais pouvoir sortir une estimation robuste de l'impact du télétravail. Donc, ça va me permettre d'isoler spécifiquement l'effet de l'action qui m'intéresse, donc en l'occurrence le passage au télétravail. Au final, ce que j'obtiendrai, c'est bien une mesure chiffrée en kilogrammes sur ma variable d'objectif, qui sont donc les émissions carbone. L'autre avantage d'avoir mené une enquête relativement riche, c'est de connaître, d'avoir un tas de détails sur les habitudes de vie des individus. Et donc de pouvoir envisager tous les comportements possibles qui vont être pris en considération dans nos outils statistiques, et notamment
je vous parlais des modifications des habitudes du quotidien à court terme. Est-ce que avant, lorsque j'allais au travail, je m'arrêtais pour faire des courses? Est-ce que finalement, aujourd'hui, si je ne vais plus au travail, je sors de chez moi pour aller faire ces courses? Ou est-ce que j'ai modifié mes habitudes et j'y vais un autre jour? Toutes ces modifications de petites habitudes du quotidien, on les intègre dans nos méthodes statistiques. S'agissant des comportements à plus long terme, on pense notamment au déménagement, puisque lorsque je déménage, je peux très bien utiliser au quotidien dans un premier temps les transports en commun, et puis puisque j'ai accès au télétravail, aller vivre plus loin et désormais prendre ma voiture. Donc je passerai de mode de mobilité décarboné potentiellement si je suis par exemple en métro à des modes de déplacement carbonés si désormais j'utilise ma voiture. À l'inverse, peut-être qu'aujourd'hui, j'utilise ma voiture et si je déménage, demain, je prendrai le TGV pour aller travailler. Donc, toutes ces modifications peuvent avoir un impact et notamment avoir un impact compensatoire sur ce que je peux envisager de gagner dès lors que j'intègre du télétravail dans mes habitudes. Et c'est ce qu'on appelle, nous, des effets rebonds, des effets compensatoires qui viennent finalement un peu annuler des gains en termes d'émissions carbone qui pourraient être liés à la pratique du télétravail. Voilà globalement pour la démarche. Donc très rapidement, maintenant je passe sur les estimations chiffrées que nous avons obtenues. On est globalement en fonction des différents modèles que l'on fait tourner dans des ordres de grandeur qui sont autour de 400 kilos d'émissions carbone économisées à l'année pour 2 jours de télétravail quand on compare un individu qui est au bureau à un individu qui est en télétravail et qui ont des caractéristiques qui sont à peu près similaires. Et donc, globalement, aujourd'hui, les chiffres qu'on a, c'est pour les émissions totales, une économie de 379 kilos carbone par an. Et puis, pour les émissions liées spécifiquement au déplacement domicile-travail, 420 kilos. Donc ici, ces chiffres nous laissent entrevoir que au niveau des mobilités autres que juste le déplacement domicile-travail, on a probablement quelque chose d'incompressible, voire potentiellement un petit effet rebond qui fait que si peut-être je me déplace moins pour aller au travail dans la semaine, eh bien je peux être enclin à me déplacer un peu plus pour mes loisirs, par exemple le week-end. Et donc c'est l'état actuel, on va dire, de nos résultats. On est en train justement de travailler plus précisément pour chiffrer ces effets rebonds avec nos données. Voilà. Et je vais du coup laisser la parole à ma collègue pour la partie suivante, pour la partie théorique. Une question, je ne sais pas si on la prend maintenant. Il y avait une question, c'est que comprennent les émissions totales? Oui, les émissions totales. Alors, j'ai toujours parlé systématiquement des émissions liées à la mobilité. Et donc, je disais, la seule qu'on n'a pas, ce sont les émissions liées à l'avion, à l'utilisation de l'avion. Ce sont les déplacements. Donc, ça comprend les déplacements en transport en commun, les déplacements à pied, en vélo. Alors, à pied, évidemment, il n'y en a pas, mais voilà, on a compris tous les modes de déplacement hors avion. Et on parle bien de émissions mobilité. Alors, on Ok, va passer c'est tout pour les questions. Merci. Attends, on va passer à la partie C'est bon. 2. Voilà. Alors, donc, on va revenir à nos différentes approches. Donc, la mission numéro 1, si vous vous en souvenez, c'était évaluer les impacts d'interventions mises en œuvre. Donc, la première partie, finalement, c'est ce que nous avons fait, puisqu'on a évalué l'effet de la hausse du télétravail en France, tel que le télétravail s'est développé en France. Donc, c'est bien quelque chose qui a eu lieu et qu'on a pu, ex post, évaluer. Donc, il nous reste cette mission 2, donc celle de prédire plutôt les conséquences d'interventions possiblement jamais expérimentées. Donc là, on a proposé 2 évaluations. Donc, l'effet du télétravail, mais avec un niveau différent de celui observé en France. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se serait passé si finalement le télétravail avait augmenté davantage, peut-être en nombre de jours, peut-être en nombre de télétravailleurs. Donc là, on va évaluer quelque chose qui ne s'est pas produit. Et puis, la deuxième proposition, c'est d'évaluer le télétravail, donc l'effet du télétravail en interaction avec des politiques environnementales. Et là encore, possiblement aussi avec des politiques environnementales qui ne sont pas mises en place en France, en tout cas pour le moment. Donc, pour faire ça, évidemment, on va donc développer donc une approche plutôt théorique. Donc, on va construire un modèle
Donc le modèle, c'est une représentation simplifiée de l'économie. Alors on ne va pas représenter toute l'économie, parce que c'est beaucoup de mécanismes dans toute l'économie, mais on va plutôt se concentrer, on va faire en fait un focus, un zoom sur la partie de l'économie qui nous intéresse le plus pour répondre à notre question, et donc sur plutôt le comportement des travailleurs en termes de choix d'emploi et choix de mobilité. Donc, on va avoir finalement deux grands acteurs dans notre modèle. On va avoir des travailleurs qui peuvent être en emploi ou au chômage, mais on considère que qu'ils soient en emploi ou au chômage, en tous les cas, ils sont en possibilité de chercher un travail. C'est-à-dire que si on est en emploi, les travailleurs peuvent toujours être en veille pour chercher des meilleures opportunités d'emploi, ce qui est plutôt en lien quand même avec ce qui se passe dans la réalité, et des entreprises qui vont offrir des offres d'emploi, donc qui vont offrir des offres d'emploi soit avec du télétravail, soit sans télétravail. Donc, voilà comment va se dérouler donc ce modèle. Donc, on va avoir des entreprises qui vont être plutôt centralisées autour de ce qu'on appelle du coup un centre d'emploi ou un pôle d'emploi. Et puis, des travailleurs qui vont se situer plus ou moins loin, finalement, de leur emploi, donc de ce centre où sont concentrés la majorité des emplois. Donc là, par exemple, on a deux personnes, donc un travailleur à 10 km de son emploi et puis une travailleuse à 50 km. On a des entreprises qui vont donc offrir des salaires, enfin des offres d'emploi, donc avec un salaire, et puis certaines offres d'emploi, ça va être donc un salaire avec aussi une proposition de nombre de jours de télétravail. Donc nos travailleurs vont recevoir des offres, ces offres qui viennent du coup des entreprises, et puis vont décider si ça les intéresse ou pas, compte tenu de leur situation initiale. Donc s'ils sont au chômage, bon, ils vont probablement accepter davantage les offres qu'ils reçoivent. S'ils sont en emploi, bah, ils peuvent être un petit peu plus difficiles et se dire, est-ce que cet emploi, il est vraiment meilleur que celui que j'ai? En tout cas, si on considère juste le salaire et le nombre de jours de télétravail. Donc par exemple, si on prend la travailleuse qui est donc là à 50 km, on peut imaginer que même si elle est en emploi, à un salaire donné, elle pourrait accepter un emploi peut-être moins bien rémunéré, mais qui offre des jours de télétravail. On peut supposer que comme elle est à 50 km de son travail, elle va supporter des coûts de mobilité assez importants pour aller au travail. Donc les jours de télétravail vont être vraiment très intéressants pour elle. Euh, Assez rapidement, avec ce type de modèle très simple d'arbitrage, on voit apparaître une segmentation. C'est-à-dire que il semblerait que les travailleurs qui sont les plus éloignés vont davantage accepter les offres avec du télétravail à salaire donné. Parce que ça va représenter une économie de coûts de mobilité plus importante que, par exemple, notre travailleur à 10 km. Donc, on va en fait voir apparaître une segmentation des travailleurs, avec des travailleurs en télétravail qui vont être souvent, en moyenne, un peu plus éloignés, puisque en fait, c'est simplement des offres qui vont être plus intéressantes pour eux. Donc, j'ai parlé de coûts de mobilité. Donc, ça, c'est le deuxième pan du choix des travailleurs, c'est-à-dire qu'ils vont aussi choisir comment ils vont aller au travail. Donc, on leur laisse que deux choix. On va partir du principe, comme c'est la très grande majorité des Français qui vont au travail en voiture individuelle, donc on va leur laisser le choix simplement entre deux types de voitures individuelles, la voiture thermique et la voiture électrique. Donc, la voiture thermique, donc au-delà de la différence évidemment qu'on va prendre en compte dans le modèle qui va être que les émissions carbone vont être différentes entre la voiture thermique et la voiture électrique, on prend aussi en compte les coûts qui vont être différents. Donc, la voiture thermique va comporter un coût fixe qui va être relativement plus faible que celui de la voiture électrique. Pourquoi? Parce que déjà, au prix d'achat, la voiture thermique est à ce jour encore moins chère qu'une voiture électrique en moyenne, parce qu'il y a un marché d'occasion qui est très développé pour la voiture thermique, et parce que la majorité des gens ont déjà en leur possession une voiture thermique. Donc, avec un coût fixe pour adopter la voiture thermique est beaucoup plus faible. Par contre, la voiture thermique a un coût variable, c'est-à-dire un coût du kilomètre, qui est plus élevé. Le coût réalisé avec du carburant va coûter plus cher que
le coût du kilomètre réalisé avec de l'électricité. Donc la charge électrique coûte moins cher. Qu'est-ce que cette composition de coûts va engendrer? Euh, non, va engendrer. euh, En fait, comme le coût fixe est plus élevé pour la voiture électrique, mais le coût au kilomètre plus faible, en fait, va venir apparaître un seuil à partir duquel, un seuil de kilomètres que les travailleurs vont faire, à partir duquel ça va être intéressant d'adopter la voiture électrique. Donc finalement, les travailleurs qui vont faire le plus de kilomètres, ça va être pour eux, donc là, on est vraiment sur le nombre de kilomètres domicile-travail, donc ceux qui vont avoir les plus grandes distances domicile-travail finalement vont être plus incités à adopter le véhicule électrique puisqu'il devient rentable à partir d'un certain seuil de kilomètres. Donc là, on voit apparaître en fait un effet un peu ambigu du télétravail. Le premier effet qui peut être intéressant, qui est que le télétravail, évidemment, économise des trajets et en plus économise des trajets probablement des travailleurs qui sont les plus éloignés, puisque c'est eux qui vont avoir le plus intérêt à accepter des offres en télétravail. Mais moins on fait de kilomètres, donc, le télétravail réduit le nombre de kilomètres. Moins on fait de kilomètres, moins on a intérêt à adopter la voiture électrique. Moins on va pouvoir rentabiliser finalement ce coût fixe plus élevé en parcourant un grand nombre de kilomètres. Donc, mince, du coup, donc, ah oui, il manque une slide. Bon, c'est pas grave. On peut évaluer grâce à ce modèle. Donc, on a fait en fait plusieurs simulations, des simulations de niveaux, de différents niveaux de télétravail, donc avec beaucoup de télétravail, donc beaucoup de jours de télétravail. Donc, on est allé de 1 à 3 jours de télétravail et plus ou moins en fait 2 postes télétravaillés, c'est-à-dire plus ou moins 2 télétravailleurs, donc de 0 à 50% de télétravailleurs. Et ce qu'on a eu comme résultat grâce à la simulation de ce modèle, c'est que finalement, il était plus intéressant d'un point de vue émissions carbone d'avoir peu de travailleurs, mais qui font beaucoup de télétravail. Donc, par exemple, sur nos simulations, la baisse des émissions carbone est maximale, elle est de moins 26%. Elle est maximale pour 3 jours de télétravail pour 20% de télétravailleurs. Donc 20% de télétravailleurs qui font 3 jours de télétravail. Donc plutôt peu de télétravailleurs, mais beaucoup de jours de télétravail. Dans ce cas, on a la segmentation qui est assez forte. Donc les télétravailleurs habitent en moyenne relativement loin de leur emploi. Donc on économise finalement des trajets qui sont les trajets les plus longs parcourus par les travailleurs. Et puis les 80 autres pourcents de travailleurs qui ne font pas de télétravail parcourt finalement un assez grand nombre de kilomètres pour être quand même incité, pour certains, à passer aux véhicules électriques. Donc ça, c'est le premier résultat qu'on a. Et puis ensuite, on a la mise en place de la politique environnementale. Donc, la politique environnementale, donc ici, on va faire l'hypothèse du coup qu'on met en place une taxe carbone, d'accord, qui est une politique environnementale assez classique sur la mobilité. Donc, qu'est-ce que c'est que la taxe carbone? La taxe carbone, c'est une taxe de 25% qu'on applique sur le coût variable de la voiture thermique, c'est-à-dire qui va venir augmenter le coût du carburant. Donc, 25%, ça représente à peu près un coût du carbone qui est celui qu'on s'était engagé à introduire dans la fiscalité dans les objectifs 2030 des accords de Paris. Donc, ce serait à peu près le coût du carbone pour 2030, tel qu'on s'était engagé à le faire dans les accords de Paris. Et puis, comme dans la réalité, lorsqu'on met en place une taxe, ça modifie les comportements, mais ça vient aussi augmenter finalement le budget de l'État. Et donc, on a une recette de cette taxe. Et donc, la recette de cette taxe, assez naturellement, pour une politique environnementale, on va l'utiliser pour subventionner le coût fixe de la voiture électrique. Donc, réduire, finalement, faire des subventions à la voiture électrique, ce qui est déjà des politiques qui ont été mises en place. Mais donc là, on en met une nouvelle en place, assez élevée, puisque 25% de taxe carbone, c'est une taxe qui est quand même assez conséquente. Et donc, on va pouvoir, du coup, grâce à ce modèle et à la simulation, en même temps du télétravail et en même temps de cette taxe carbone, évaluer le rôle du télétravail en présence de politique environnementale.
Pour faire ça, on va d'abord évaluer l'effet de la politique sans le télétravail, puis après on rajoutera le télétravail pour voir l'effet du télétravail. Donc sans le télétravail, évidemment, cette politique, elle est très efficace sur les émissions carbone, hein, elle baisserait de 35% les émissions carbone. C'est une politique qui est faite pour ça, hein, c'est une politique environnementale. Donc les effets seraient plus forts que les meilleurs effets qu'on pourrait obtenir avec le télétravail. Par ailleurs, cette politique n'aurait pas d'effet trop négatif sur l'emploi, en fait sur l'accessibilité au marché du travail des travailleurs les plus éloignés, par exemple, parce qu'il y a la création, via notre subvention sur les véhicules électriques, d'une alternative à une mobilité relativement abordable, puisqu'elle est subventionnée. Euh, Lorsqu'on met en place le télétravail, qu'est-ce qui se passe? En fait, le télétravail aurait un effet bien plus faible sur les émissions carbone lorsque il y a déjà une politique environnementale. Donc au final, le télétravail ne ferait pas gagner autant en émissions carbone si on avait déjà une fiscalité carbone importante. Par contre, le télétravail pourrait servir à un deuxième avantage. Il pourrait servir à améliorer l'acceptabilité sociale de cette politique environnementale, cette taxe carbone. Pourquoi? Parce que le télétravail, bah, il vient réduire en fait les coûts de mobilité des travailleurs qui sont les plus éloignés. Donc, ça pourrait améliorer légèrement l'emploi de ces travailleurs et puis surtout baisser la part du revenu qu'ils dédient aux coûts de transport. Donc, finalement, l'effet du télétravail combiné à la politique environnementale pourrait être un effet de renforcement de la baisse des émissions carbone, mais surtout aussi de l'acceptabilité sociale de cette politique. Et donc, on arrive à la conclusion de cette présentation. On espère vous avoir montré déjà que, il fallait peut-être simplement aller au-delà des statistiques descriptives qui sont celles par lesquelles on est entré dans cette présentation, que bah, l'effet n'est pas si simple à isoler, l'effet du télétravail, et que globalement, si on trouve un effet statistiquement significatif qui tente à montrer que le télétravail réduit l'empreinte carbone liée à la mobilité, ça reste un effet qui est relativement modéré. Donc environ 4%, par exemple, de l'empreinte carbone qui était mesurée par Carbone 4 en 2021. Donc effectivement, effet modéré. Et puis, surtout, il y a un certain nombre d'autres paramètres dont on doit tenir compte, qui sont ceux que vous a présentés notamment Sarah, c'est-à-dire les interactions avec les politiques publiques. Et puis enfin, bah, la question a été posée tout à l'heure, que comprend exactement l'empreinte carbone dont vous parlez? On vous parle bien dans cette présentation spécifiquement de mobilité. Et quand on parle de télétravail, on sait bien qu'il y a d'autres aspects d'empreinte carbone qui doivent être examinés également et qui feront l'objet probablement d'autres recherches ou qui ont fait l'objet d'autres recherches, mais systématiquement dans d'autres contextes et aussi probablement et aussi la plupart du temps par d'autres disciplines. C'est-à-dire qu'il s'agit notamment de l'empreinte carbone liée à l'usage du numérique. On peut par exemple faire effectivement de la visio quand on est à domicile, mais être amené à faire des visios qu'on ne faisait pas également lorsqu'on est au travail avec des collègues qui sont à domicile en télétravail. On peut également modifier nos consommations d'usage du chauffage, de la lumière, aussi bien au travail qu'à la maison, et qu'évidemment tous ces effets-là sont des effets dont il faudrait tenir compte si on voulait avoir une empreinte carbone qui soit globale et non pas simplement une empreinte carbone liée à la mobilité dont on vous a parlé aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. On a deux questions dans le chat et justement, c'était en lien avec ce que tu disais, Bérangère. Il y avait la première question, c'était est-ce que les chiffres mentionnés ne sont pas aussi influencés par nos gestes au quotidien? Du coup, c'est ce que tu disais, que ça faisait peut-être Oui. l'objet d'autres études. Oui, alors attends, juste avant de répondre, est-ce que peut-être je coupe la présentation ou je la laisse? Tu peux la laisser. Je peux la laisser? D'accord. Oui, donc effectivement, alors là, les chiffres dont on parle sont spécifiquement liés à la mobilité. Globalement, on espère que dans les chiffres qu'on a, on capte quand même relativement précisément les habitudes de mobilité. Et au-delà de l'empreinte carbone liée à la mobilité, évidemment, notre empreinte carbone liée aux gestes du quotidien, bah là, elle n'est pas prise en compte sur le reste, enfin, ce qui n'est pas compris dans la mobilité, pas pris en compte dans ces chiffres-là. Mais oui, on peut l'influencer avec nos gestes au quotidien. Oui. Ok. Et du coup, il y avait une deuxième question. Tu la vois dans le chat. C'est est-ce que les impacts des effets rebond, chauffage des habitats, des télétravailleurs notamment, sont pris en compte alors que le chauffage des bureaux perdure dans les bureaux Oui. vides?
Non, alors pas dans ces travaux-là. Il y a des travaux qui ont été faits et qui montrent à quel point effectivement la modularité des espaces de travail compte quand on veut que le télétravail soit un levier potentiel de réduction des émissions carbone. Et globalement, c'est lié. Les bâtiments les plus anciens sont les plus difficilement adaptables et on fait moins facilement des économies d'énergie au global quand les bâtiments sont plus anciens et moins modulables. Ok. Est-ce que pour les personnes en ligne, vous souhaitez poser d'autres questions? Là, vous pouvez ouvrir vos micros pour les poser directement à Bérangère et Sarah. Moi, je veux bien, si vous voulez, revenir à la slide d'avant par rapport à la politique environnementale, parce que du coup, on est d'accord que c'est un peu une utopie d'avoir ce genre de politique environnementale aujourd'hui, non? De mettre en place, disons que c'est encore, il y a un consensus quand même en économie sur le fait que c'est effectivement la politique qui serait la plus efficace. Et dès lors que la taxe carbone finance une alternative abordable, elle aurait en fait assez peu d'effet sur l'accessibilité à l'emploi, le taux d'emploi des travailleurs les plus éloignés. Donc après que politiquement ce soit quelque chose d'assez improbable qu'on puisse mettre en place ce type de politique, c'est possible, hein, effectivement, puisque évidemment la dernière fois qu'on a cherché à augmenter la fiscalité carbone sur la mobilité, ça a donné lieu à la crise des Gilets jaunes, donc clairement l'acceptabilité sociale est pas bonne. C'est pour ça qu'en combinant en combinant le télétravail et cette politique, il nous a semblé intéressant de se rendre compte qu'en fait, le télétravail pouvait aussi améliorer un petit peu cette acceptabilité sociale parce que elle rend finalement les travailleurs un peu moins dépendants Mm. à ces déplacements. Maintenant, ça reste une politique qui est quand même plutôt économique, mais qui est difficile à mettre en place politiquement. Enfin, Ouais. Mais du coup, dans notamment, un contexte où où cette politique est pas mise en place, le télétravail reste quand même reste plus a quand même limité. un effet positif qui Ouais, c'est est ça. significatif. Donc effectivement, là, c'est pour aller plus loin, c'est pour se rendre compte de ce qu'on pourrait faire s'il y avait en plus une politique environnementale. Mais évidemment, les scénarios qu'on a simulés avant, c'était sans politique environnementale. C'était avec la taxe carbone telle qu'elle existe aujourd'hui, puisqu'il y en a bien une qui a été mise en place et qui est incluse dans notre prix de carburant actuellement. C'est sa hausse qui n'a pas été opérée. Mais il y en a une, voilà. Il y en a une qui est déjà. Non incitative, mais Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans l'Assemblée? On dirait que vous avez été parfaitement super clair. Et sinon, pardon, moi j'ai une dernière question. Les 4% là, vous disiez à la fin là, de l'empreinte carbone, c'est la mobilité ou c'est... c'est la mobilité, c'est les Ouais, c'est ça. déplacements, Ok. effectivement. C'est uniquement la mobilité. Oui. Ça me paraît vraiment pas beaucoup. Non, bah, par rapport au total, par rapport à tous les postes qui peuvent générer de l'empreinte carbone. Oui, Ouais, non, c'est pas beaucoup. C'est exactement la conclusion à laquelle on arrive. C'est une ampleur limitée. Mm. ok. Au total, encore une fois, si je regardais en proportion des déplacements en voiture, ça apparaîtrait. Si vous voulez, là, les chiffres, le 4%, c'est autour de 400 kilos par rapport aux 9 tonnes 9. Si je vous rapporte ces 400 kilos par rapport aux environ 2 tonnes liées à la voiture, tout de suite, ça va paraître être quelque chose de plus important. Voilà. Ouais. Mais bon, ça me semblait plus réaliste de dire, bah voilà, au global, dans notre empreinte carbone, ça représente ça. Mhm. Il y a quelqu'un d'autre qui avait Oui. ouvert son micro, pardon. Attendez, je vois. Émile là, je crois. Oui, bonjour. Tout Bonjour. d'abord, merci pour la présentation, c'est intéressant. Du coup, je voudrais juste faire un petit commentaire concernant les chiffres et les statistiques. Par exemple, moi, ce que j'ai proposé à mon entreprise, c'est de
de faire des capteurs de la Mhm. marque Bosch, on peut les mettre dans nos véhicules et comme ça, on peut mesurer notre émission carbone avec des chiffres. On peut faire, par exemple, l'étude de cas de son employé et comme ça, on peut, pendant, par exemple, notre programme RS, ce qu'on appelle RSE ou bien notre bilan annuel, on peut faire c'est comme des arguments, c'est comme, voilà, c'est quelque Oui, chose de concret. oui. Merci pour votre témoignage. De toute façon, pour l'exportation, c'est intéressant. Mm. Merci beaucoup. Bah là, nous, pour calculer, du coup, on n'a pas besoin de capteurs. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec la quantité, si vous voulez, une fois qu'on a la distance, qu'on a, par exemple, le type de véhicule qui est utilisé, qu'on connaît sa motorisation, on est allé loin hein, sur les détails qu'on a demandé aux individus, on est capable, avec la méthode de calcul de l'ADEME, de recalculer relativement précisément pour un trajet donné pour des kilomètres connus, quelle est la quantité d'émissions carbone si je fais ce déplacement en voiture en covoiturage avec une ou deux personnes, si j'utilise plutôt le bus, si j'utilise le métro, voilà, donc nous c'est comme ça qu'on a fait. Mais c'est intéressant comme façon Mm. de collecter des données de façon voilà, assez parfaite finalement d'avoir un capteur. Mais juste, moi, je me pose la question, mais du coup, c'est les salariés qui ont ces capteurs dans leur voiture, c'est ça? Tous les salariés de l'entreprise? Non, juste, c'est une proposition parce que moi, je suis manager QAQC. Je suis toujours les normes ISO 9001, 14001, Mhm. 45001, le bilan RSE annuel. Du coup, j'ai proposé ce projet et voilà, j'arrive pas à les convaincre pour être honnête avec Oui, vous. parce il faut quand même qu'il y ait le consentement des travailleurs, parce que j'imagine qu'en collectant les données de kilométrage, on collecte en fait des données personnelles qui sont peut-être pas Mm. forcément. Voilà, faut qu'ils soient Mm. d'accord, faut qu'ils donnent leur consentement après. Oui, effectivement. Mais bon, Ouais. pour les données personnelles, on peut pas les récupérer, juste on peut récupérer l'émission carbone, c'est tout. C'est des capteurs, même ils sont pas chers, ils sont presque 35 dollars sur Amazon. Mhm. Le échantillonnage sur 100 personnes, et voilà, comme ça, on peut avoir des KPI et quelque chose de concret, quoi. Mhm. Bon, très bien. Eh ben, il me reste plus qu'à vous remercier toutes les deux. Un grand, grand, grand merci pour cet exposé très, très clair et toutes les connaissances que vous avez apportées. Merci à vous qui étiez en ligne, qui avez participé à ce webinaire. Et en tout cas, vous pourrez tout retrouver sur le site de la Fondation, sur la page de la chaire clé. Et à l'issue bon, la semaine prochaine, vous devriez recevoir un lien et la présentation des deux chercheuses de la chaire. Voilà, et ben, il me reste plus qu'à vous dire bonne journée et puis à très bientôt.